avril 2011, à Nantes, une famille entière disparaît. Une mère et ses 4 enfants sont retrouvés enterrés sous la terrasse de la maison familiale. 5 corps les uns à côté des autres. Sauf qu'un manque à l'appel, celui du père, Xavier Dupont de Ligonnès. Un père de famille discret, en apparence sans histoire. Derrière ce visage rassurant se cache un homme qui ment, manipule et dissimule des secrets bien plus sombres que l'on l'imagine. Très vite, tout le monde se met à le chercher, partout, dans la rue, dans les gares. Pendant des années, la France entière croit l'apercevoir. Cette affaire transforme tout le monde en enquêteur amateur, elle brouille la frontière entre le réel et l'obsession, et elle laisse une question suspendue, presque dérangeante, et s'il était encore là, quelque part, au milieu de nous. Parce que dans cette histoire, il n'y a pas seulement un crime, il y a un vide. Un homme qui a rayé toute sa famille et qui a disparu avec ses secrets. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette affaire dans le détail, pas comme un simple fait divers, mais comme une histoire qui a marqué une époque et qui continue, encore aujourd'hui, à nous hanter. Depuis plusieurs jours, à Nantes, plus personne n'a vu la famille Dupont de Ligonnès. Plus de lumière le soir, plus de bruit, plus d'enfants qui entrent ou sortent. Plus rien. Comme si la maison avait été mise sur pause. Au début, personne ne panique vraiment. On se dit qu'ils sont partis en week-end, des vacances ou un imprévu. Mais les jours passent et toujours aucune nouvelle. C'est la voisine qui finit par trouver ça étrange, un détail presque ridicule, un truc que personne n'aurait remarqué, les volets. D'habitude, ils sont toujours ouverts, toujours, et là, tout est fermé, barricadé, comme si la maison voulait se cacher. Alors elle appelle la police, une première visite chez les Ligonnès aura lieu et elle ne donnera rien. Puis une deuxième, toujours rien. Au total, 5 passages des forces de l'ordre. Mais attention, à ce stade, les policiers ne cherchent pas un meurtrier, ils cherchent juste une explication logique et surtout, essayer de rassurer cette voisine qui s'inquiète, selon eux, un peu trop. Le genre d'alerte qu'on classe d'habitude dans excès de prudence, pour les policiers, c'est probablement rien. Sauf que, à l'intérieur, tout semble normal. Trop normal. Les meubles sont là, les manteaux accrochés, la vaisselle rangée, les chambres intactes. On dirait que les habitants vont rentrer d'une minute à l'autre. Et ça, c'est presque plus dérangeant qu'une maison vide, parce qu'il n'y a aucun signe de départ. Sur une étagère, des livres sont posés tranquillement, parmi eux, un titre qui glace le sang quand on connaît la suite, Disparu à jamais de Harlan Coben, un récit sur un homme accusé d'un crime qui prend la fuite. Franchement, c'est le genre de coïncidence qui donne des frissons. Mais très vite, des petits détails commencent à déranger. Dans les différentes chambres, les lits sont sans drap, ni oreiller, juste un simple matelas vide. Comme si quelqu'un les avait retirés volontairement. Et ça, dans n'importe quelle enquête, c'est un énorme red flag. Parce que personne n'enlève ses draps avant de partir en voyage. Les draps, en réalité, ça absorbe quoi? Le sang, les fluides, les traces. Donc forcément, ça interroge. Certains cadres photos sont vidés aussi, les images ont disparu comme si quelqu'un avait voulu effacer des souvenirs, effacer une existence. Et là, l'ambiance change. On n'est plus sur une famille absente, on est sur quelque chose qui cloche vraiment. Puis une policière s'attarde sur un détail, un truc que personne n'avait vraiment remarqué jusque-là. Sur la terrasse, côté gauche, un tas d'objets. Des bricoles posées là, au hasard. Son instinct lui dit que quelque chose ne tourne pas rond. Elle appelle alors ses collègues. Ils commencent à déplacer les objets un à un, sans trop savoir ce qu'ils cherchent. Jusqu'à tomber sur une planche, ils la soulèvent. Et là, la terre en dessous est tassée, compacte, et surtout, ça ne fait pas naturel. Pas comme le reste du jardin. Puis elle jette un regard sur ses collègues, vous savez ce regard silencieux entre flics qui dit « on est en train de tomber sur un truc là ». Ils vont chercher une pelle, les premiers coups soulèvent de la terre sèche, et très vite, quelque chose de plus dur. Une fine dalle de béton, coulée à la va-vite. Pas complètement sèche, le ciment s'effrite presque sous leurs doigts, et là, plus personne ne parle. La policière sort son téléphone et se met alors à filmer leur découverte. Ils enlèvent couche après couche. Il y a d'abord du ciment gris, puis s'ajoute une surface blanche, presque comme du papier peint. En troisième position, de la chaux, bien connue pour assécher les corps. Et pour finir, du plastique déchiré. Rien de tout ça n'a sa place sous une terrasse. Et puis une odeur inconfortable commence à remonter. Une odeur désagréable qui, à chaque coup de pelle, les prévient du cauchemar qu'ils vont découvrir. À ce moment-là, les policiers pensent trouver un corps, peut-être 2. Mais certainement pas ce qui les attend. Ils creusent encore et ils tombent sur le premier. Un corps en pleine décomposition,
enroulé dans du plastique. C'est Thomas, âgé de 18 ans. Un chapelet est posé près de sa tête, comme si quelqu'un avait pris le temps d'organiser ça. Et là, ils comprennent qu'il n'est pas seul. Alors ils continuent. Et un à un, les corps apparaissent. Agnès la mère, reconnaissable à son bracelet sur lequel on peut lire « Je suis une maman en or ». Puis Arthur, l'aîné, âgé de 20 ans, une statuette de la Vierge est retrouvée à côté de lui. Anne, 16 ans, en pyjama et chaussettes. Et enfin Benoît, le plus jeune, âgé de 13 ans, avec une croix près de lui. Et comme si ce n'était pas insoutenable, même les 2 chiens ont été enterrés avec eux. Dans la disposition des corps, l'agencement des objets et les symboles religieux, tout ça ressemble presque à un rituel, un enterrement mis en scène. Sauf que quelqu'un manque à l'appel. Bizarrement, le père ne repose pas auprès des siens. À cet instant précis, le père de famille ne passe plus pour un disparu, il devient fugitif. Et surtout, le principal suspect d'un quintuple meurtre, et la France vient de mettre un nom sur l'une des affaires criminelles les plus obsédantes de son histoire. Après la découverte sous la terrasse, maintenant ils cherchent comment et où ça s'est passé. Ils refont donc le tour complet de la maison, mais cette fois avec un autre regard. Pas celui de « ils sont peut-être partis en vacances ». Non, ils savent clairement qu'ils sont sur une scène de crime. Et bizarrement, la maison est très propre, même trop propre. Quand on y pense, 5 passages de police et personne ne remarque quoi que ce soit. Ça veut forcément dire qu'il y a eu un gros nettoyage. Mais le sang, même quand on frotte, même quand on lave 10 fois, ça laisse toujours des traces. Et ça, les enquêteurs le savent très bien. Dans la cuisine, ils repèrent déjà quelques petites gouttelettes, presque invisibles, le genre de détail que tu ne remarques pas si tu ne cherches pas précisément du sang. Alors ils sortent le Blue Star. Le Blue Star, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est simplement la version améliorée du luminol, un produit que l'on pulvérise pour révéler les traces de sang invisibles à l'œil nu. Ils en pulvérisent un peu partout et très vite, le sol de la cuisine réagit. Des taches apparaissent, le carrelage, le balai, le seau, tout le matériel de ménage se met à briller. À ce moment-là, les enquêteurs commencent à penser que la cuisine a probablement servi de zone de transition, l'endroit où les corps ont été déposés temporairement, avant d'être enterrés dehors. Puis ils continuent pièce par pièce. Dans la chambre de Benoît, ils retrouvent une douille de calibre 22 long rifle au pied du bureau. Dans celle de Thomas, un projectile sous le sommier. Dans la chambre d'Arthur, malgré le nettoyage, des petites taches brunâtres sont encore visibles sur le matelas. Et là, le schéma devient clair. Les indices ne sont pas regroupés au même endroit. Ils sont dispersés, dans chaque chambre, sur chaque lit. Ce qui laisse penser à une chose très simple. Chacun aurait été tué pendant qu'il dormait. Les analyses médico-légales vont confirmer cette hypothèse. Les 4 enfants avaient du somnifère dans le sang et dans le foie. Ils avaient été drogués pour être endormis. Comme si le tueur ne voulait surtout pas qu'un seul d'entre eux ouvre les yeux. Agnès, elle, est la seule à ne pas en avoir pris. Les légistes retrouvent uniquement son traitement antidépresseur habituel. Conclusion, tous sont morts par balle, 2, parfois 3 tirs, dans la tête, et pour Benoît, une balle supplémentaire dans le torse. Et plus les enquêteurs avancent, plus une chose devient évidente. Ce n'est pas un geste improvisé, tout ça a été réfléchi, préparé et organisé. Après la découverte sous la terrasse, l'enquête change de dimension. C'est la police judiciaire de Nantes qui prend la main et très vite, ils s'intéressent à l'entourage de Xavier Dupont de Ligonnès. Parce qu'à ce moment-là, l'affaire a déjà explosé dans les médias. Les chaînes tournent en boucle sur ce quintuple meurtre et surtout sur une question, où est passé le père? Parmi les premiers proches auditionnés, il y a Emmanuel Teneur, l'ami d'enfance de Xavier. Pendant l'audition, Emmanuel décrit un Xavier plutôt discret, attentif à sa famille, pas violent, et quand les enquêteurs demandent s'il aurait pu faire du mal aux siens, Emmanuel répond sans hésiter « non, c'est impossible ». Sauf que au fil de la discussion, il lâche un vieux souvenir, une phrase que Xavier aurait dite 1 ou 2 ans plus tôt, au beau milieu de ses galères financières. Il lui a dit qu'il envisageait une solution définitive. À l'époque, Emmanuel n'avait pas vraiment compris, ou plutôt il n'a pas voulu comprendre, mais aujourd'hui, cette phrase prend un tout autre sens. Après ça, Xavier n'en aurait plus jamais reparlé, et là, l'audition prend un tournant encore plus étrange. Emmanuel explique qu'il aurait reçu un courrier de Xavier, 2 lettres, datées du 8 avril, mais sans cachet de la poste. Ça voudrait dire qu'elles ont été déposées directement dans la boîte aux lettres, le samedi 9 avril. Emmanuel raconte aussi qu'il aurait essayé de joindre Xavier plusieurs fois cette semaine-là, mais sans succès. Emmanuel remet donc les 2 lettres
aux enquêteurs une lettre collective et une lettre plus personnelle pour lui seul, intitulée « Mon vieil ami ». Et c'est là que les enquêteurs sont déstabilisés, parce que le ton est léger, limite taquin, rien à voir avec ce qu'on imaginerait d'un homme dont la famille vient d'être retrouvée, enterré sous une terrasse. Dans cette lettre, Xavier explique qu'il va devoir disparaître pendant un certain temps, peut-être des années. Il précise qu'ils ne pourront pas rester en contact, ni appel, ni courrier. Et au milieu de tout ça, il glisse quelques conseils amicaux et il termine par une phrase qui sonne presque comme une promesse. « Reste là jusqu'à mon retour, j'ai besoin de toi ». Puis il y a l'autre courrier, le collectif, celui qui s'adresse à la famille et aux amis. Et là, c'est à peine croyable. Il dit qu'il est parti en urgence aux États-Unis dans des conditions très particulières. Il déroule une histoire complètement hallucinante, une exfiltration orchestrée par les autorités américaines. La famille aurait intégré un programme de protection des témoins à cause d'une affaire de trafic de drogue à grande échelle. Une nouvelle vie, nouvelle identité, disparition totale. Et Xavier insiste, plus aucun contact est possible. Certains proches recevront juste des instructions pratiques et c'est là que ça devient presque absurde parce que entre deux paragraphes délirants sur la protection des témoins, il donne des directives très concrètes, nettoyer la maison, trier des affaires, récupérer des clés cachées. En gros, le message c'est on disparaît complètement, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien et faites ce que je dis sans poser de questions. Pendant ce temps-là, sur le terrain, les gendarmes ont déjà une piste. On est à plus de 1000 km de Nantes, du côté de Roquebrune-sur-Argent. Ils recherchent un véhicule précis, une Citroën C5 immatriculée 235 CJG 44. C'est la voiture de Xavier. Et s'ils sont allés jusque-là, ce n'est pas un hasard. Ils ont scruté les relevés bancaires et repéré un retrait de 30 € effectué une semaine plus tôt dans un distributeur. À ce moment-là, c'est la seule trace concrète que Xavier a laissée. Les enquêteurs ne savent pas s'il est encore dans le coin, s'il a dormi dans un hôtel, s'il a rencontré quelqu'un ou s'il a déjà repris la route, mais ils ne peuvent pas écarter l'idée qu'il soit toujours là. Alors ils cherchent et à 22h30, leur persévérance finit par payer. Sur le parking d'un hôtel Formule 1, ils repèrent une Citroën C5 bleu foncé, immatriculée comme celle de Xavier. C'est forcément la sienne. Et là, ils se disent bingo. Une interpellation se prépare et une équipe de la BRI de Nice est dépêchée sur place. Les hommes prennent position discrètement, ils verrouillent les issues, se placent autour de l'hôtel, surveillent chaque mouvement. Avec l'employé de l'hôtel, ils vérifient les registres. Il y a bien 2 réservations au nom de Dupont-Xavier, datées du 14 et du 15 avril. Puis vers 2h du matin, la directrice de l'hôtel arrive sur place et remet les bandes de vidéosurveillance. Les agents visionnent minute par minute et sur les images du 15 avril, à 15h30, ils le reconnaissent. C'est bien Xavier Dupont de Ligonnès. Puis le lendemain, une autre caméra le montre quittant le parking à 16h10. Un bagage à l'épaule et après ça, plus rien. Plus aucune apparition. Dans les jours qui suivent, Xavier disparaît comme s'il s'était évaporé. La BRI est malheureusement arrivée trop tard. Dès l'aube, ils inspectent les chambres. Rien. Il n'est plus là. Et surtout, il n'a pratiquement rien laissé derrière lui. Aucun indice clair sur sa destination. Rien qui laisse entendre qu'il pourrait se suicider un peu plus loin dans la nature ou au contraire, s'il était en train de fuir coûte que coûte, pour refaire sa vie ailleurs. À partir de ce moment-là, l'enquête va chercher à comprendre qui est vraiment Xavier Dupont de Ligonnès, sa personnalité, ses relations, son état d'esprit. Est-ce que c'est un homme capable de se supprimer ou un homme capable de partir en cavale coûte que coûte? Et surtout, quel est le véritable motif derrière ce massacre? Attachez votre ceinture jusqu'au bout parce que c'est exactement à ça qu'on va tenter de répondre tout au long de cette vidéo. Avant d'être un fugitif, avant d'être un suspect, avant même d'être un père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès, c'est d'abord une histoire de milieu. Parce que Xavier ne naît pas dans n'importe quelle famille. Il naît en 1961 à Versailles, au sein d'une famille aristocratique française. Un nom chargé d'histoire, un nom qui, dans certains cercles, ouvre des portes, mais impose aussi un poids. Son père, Bernard Hubert Dupont de Ligonnès, est ingénieur, un homme plutôt discret, rationnel et structuré. Sa mère, Geneviève Maître,
c'est tout l'inverse. Beaucoup plus présente, beaucoup plus marquante, de confession catholique très pratiquante, presque mystique. Elle fonde plus tard un groupe de prière assez particulier, presque sectaire, centré sur les révélations divines, des visions et des messages prophétiques. Autant dire que Xavier grandit dans une atmosphère très religieuse. Mais derrière cette image de foyer traditionnel, il y a une première fissure. Quand Xavier a environ 10 ans, son père quitte le foyer familial, il refait sa vie en Côte d'Ivoire où il s'installe avec sa maîtresse. Du jour au lendemain, Xavier grandit essentiellement sans figure paternelle. Il reste avec sa mère et ses sœurs. Xavier suivra une éducation très stricte, très morale. Une enfance où l'on apprend à bien parler, à bien se tenir, à ne pas faire de vagues et à préserver les apparences. Et ça, mine de rien, ça va le suivre toute sa vie. Parce que Xavier développera toujours cette obsession de garder le contrôle. Et ça, même quand la réalité s'effondre. À l'adolescence, on le décrit comme quelqu'un de poli, pas bagarreur, au contraire, le genre de garçon bien élevé, agréable, qu'on trouve gentil. Mais avec un trait de caractère qui revient souvent, il parle beaucoup. Il a toujours des idées créatives. Déjà jeune, certains remarquent qu'il enjolive la réalité, qu'il exagère un peu ses réussites, qu'il donne l'impression d'être un peu plus avancé que ce qu'il n'est vraiment. Pas un menteur pathologique, mais quelqu'un qui a besoin que l'histoire soit belle, que l'image soit flatteuse. Et quand on connaît la suite, c'est assez troublant. Et au milieu de cette éducation stricte, Xavier trouve quand même un espace pour respirer. Ses amis. Très tôt, 2 amitiés vont compter plus que les autres, des amitiés qui vont durer toute une vie. Il y a d'abord Emmanuel Teneur. Ils se rencontrent jeunes, grandissent ensemble à Versailles, même école, même milieu catholique. Très vite, ça dépasse la simple amitié, presque fraternelle. Emmanuel, c'est celui qui connaît le vrai Xavier, pas le Xavier qui enjolive, le Xavier brut. Ses doutes, ses galères, ses rêves un peu trop grands, et c'est ce même homme, des années plus tard, que la police viendra interroger. Et puis il y a Michel Rétif, autre énergie, plus aventurier. Avec Michel, Xavier découvre autre chose. Il découvre l'idée du départ. Au début des années 90, les deux partent aux États-Unis, un vrai road trip. Ils parcourent des milliers de kilomètres, le genre de voyage que tu fais quand t'as 20, 30 ans et que tu te dis « et si je recommençais tout ailleurs ?» Mais même là, Xavier reste fidèle à lui-même. Toujours des grandes idées, toujours cette façon de parler, de réussite, d'argent, comme s'il était destiné à quelque chose de grand. Sauf que concrètement, rien ne se stabilise vraiment. Et puis il y a dans sa vie celle qui deviendra sa femme, Agnès. Ils se rencontrent très jeunes à Versailles, bien avant son road trip aux USA, même milieu catholique, même éducation très traditionnelle. Puis début vingtaine, Agnès devient sa petite amie. Une relation sérieuse, mais pas encore de vrai projet. À ce moment-là, Xavier n'est pas du tout prêt à se ranger, il a toujours envie d'ailleurs, cette impression qu'il lui manque quelque chose, qu'il doit voir le monde avant de construire une famille. Alors il s'éloigne, il quitte Agnès et part à l'aventure comme on l'a vu plus tôt. Les États-Unis, les voyages, Xavier a des projets plein la tête, toujours accompagné de son ami Michel Rétif. Bref, il n'était pas dans une dynamique de stabilité. Et pendant ce temps-là, la vie d'Agnès continue. Elle rencontre quelqu'un d'autre et tombe enceinte de son premier enfant, Arthur. Le père biologique ne restera pas dans l'histoire et quand Xavier revient, il découvre tout ça. Agnès est déjà mère, ce qui n'est pas le schéma idéal, surtout dans un milieu très catholique, très conservateur, où une grossesse hors mariage, à l'époque, ça fait parler. Franchement, à ce moment-là, beaucoup d'hommes seraient partis, mais lui a fait le choix inverse. Il reprend leur relation là où elle s'était arrêtée et surtout, il décide d'assumer l'enfant. Quand il se marie en 1991, il reconnaît officiellement Arthur comme son fils et lui donne son nom. Et c'est important de le dire parce que ça casse complètement l'image qu'on pourrait avoir de lui. À ce stade de sa vie, Xavier ce n'est pas un type sensible ou égoïste, au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui veut faire les choses bien, qui veut rentrer dans le cadre et qui veut construire une famille solide. Puis vient au monde Thomas le 28 août 1992, et 2 ans plus tard, c'est Anne, le 2 août 1994, enfin Benoît, le 29 mai 1997. Vu de l'extérieur, c'est une famille nombreuse, pratiquante, tranquille, rien d'extraordinaire, et c'est justement ça qui est glaçant avec du recul. Parce qu'au départ, c'était juste une famille normale, et c'est ce qui rend la fuite encore plus terrible.
En 1999, Internet débarque dans les foyers. À l'époque, tout le monde pense la même chose, le web, c'est l'Eldorado. Il suffit de trouver la bonne idée pour devenir riche du jour au lendemain. Et Xavier y croit dur comme fer. Son idée, créer un site pour les commerciaux itinérants, ceux qui passent leur vie sur les routes, qui dorment à l'hôtel, qui cherchent des adresses fiables. Le principe est simple, tu y trouves des hôtels référencés à des prix négociés, donc une visibilité pour les établissements, une réduction pour les clients, et lui, il prend une commission. Franchement, sur le papier, c'est pas idiot. Aujourd'hui, ce genre de plateforme existe partout, mais à l'époque, c'était pas encore le cas. Il lance donc la route des commerciaux, puis d'autres structures autour. Dans les années 2000, il transforme carrément le sous-sol de sa maison en bureau. Il y passe ses journées, ses nuits, il appelle des hôtels, projette des bénéfices, remplit des tableaux. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Puis cette même année, le père d'Agnès décède et elle hérite d'environ 350 000 euros. Pour une famille normale, c'est une sécurité, mais pour Xavier, il voit ça comme du carburant pour son business. Il la persuade ensuite d'investir sur son site et une grosse partie de son héritage est donc injectée dans la société. Puis le reste servira à faire vivre la famille. Et encore une fois, il est persuadé que cette fois-ci, c'est la bonne. Peu de temps après, ils partent même vivre en Floride, aux États-Unis. Et une nouvelle vie commencera pour les Ligonès. Xavier pense pouvoir conquérir l'Amérique et vu que son business ne décollait pas vraiment en France, il se projette de relancer son projet là-bas et de l'adapter au marché américain. Sauf que, un an plus tard, plus d'argent. Projet au point mort. Les Ligonès rentrent donc en France. Et là, au lieu de chercher un travail stable, Xavier continue d'espérer voir un jour son projet se concrétiser enfin. Il recrute même des commerciaux parmi ses amis, Michel Rétif et Cédric M, pour convaincre les hôtels de s'inscrire sur son site. Sauf qu'après ça, les hôtels ne voient aucun changement dans leur fréquentation, alors ils demandent à être remboursés. Et Xavier, sous la contrainte, les rembourse. Et c'est encore des pertes qui s'ajoutent à la liste. En 2004, il finit par avouer à Agnès que le site ne marche pas et que l'argent ne rentre pas comme il l'espérait. Mais malgré tout, il s'accroche, il ne lâche rien. Le site n'est plus juste un business, c'est devenu une obsession. Une preuve qu'il doit réussir. Sauf que pendant qu'il court après ce rêve, il ne réalise pas qu'il est en train de perdre sa famille et que tout se fragilise petit à petit autour de lui. Et pendant ce temps, Agnès, elle, gère tout. Les enfants, la maison, tout toute seule. Sauf qu'à la longue, c'est pas vivable physiquement et mentalement. Et avec le temps, elle se sent terriblement seule. Elle se retrouve seule le soir, seule dans le lit, seule dans sa tête. Alors elle commence à écrire sur des forums, elle parle de son mariage, de son manque d'amour, d'attention, d'un mari absent. Les paragraphes qu'elle partagera sur ce forum font mal, parce qu'on ressent à travers ces mots une femme seule et épuisée. Puis en été 2005, une dispute éclate au sein du couple. Xavier réclame encore de l'argent, il reste à peine 46 000 euros d'héritage sur les 350 000, et cette fois, Agnès dit non. Pour la première fois, elle refuse. Et Xavier explose, il l'accuse de tout saboter, de les condamner, et s'en suivra une séparation pour le couple, sauf que c'est mal connaître Xavier en pensant qu'il lâchera l'affaire aussi facilement. Il la harcèle de mails, la fait culpabiliser en lui disant que tout est de sa faute et qu'ils vont droit au mur. Bref, de la manipulation pure et dure. Et ça pendant des semaines et des mois, jusqu'à ce qu'Agnès finisse par craquer. Il finit par obtenir ce qu'il veut. Sauf que l'argent ne suffira pas. Les factures tombent, l'URSSAF impayé, des dizaines de milliers d'euros de prêts. Il emprunte à tout le monde, il emprunte à la famille, les amis, les connaissances. Une dette en cache une autre, il rembourse l'un avec l'argent de l'autre, jusqu'au moment où plus personne ne prête. Puis en 2009, il reprend contact avec un ancien amour de jeunesse, Catherine. Et elle, c'est l'opposé. Entrepreneuse célibataire qui jongle entre réussite, luxe, hôtel haut de gamme, tout ce qu'il fantasme. Donc il se revoit et très vite, il lui parle de son site. Il lui explique que ça marche, mais que pour atteindre un nouveau palier, il aurait besoin d'un petit coup de pouce. Il lui demande alors 50 000 euros en lui faisant la promesse qu'il la remboursera très vite. Catherine accepte, mais à une seule condition, qu'il signe une reconnaissance de dette. Et ainsi, le 3 juin 2009, elle lui fait un chèque de 50 000 euros et Xavier, lui, bien évidemment, il dilapide tout en quelques semaines. Son objectif ?
faire croire à Agnès que tout va bien et que son business marche enfin. Il lui achète une nouvelle voiture, ils vont au restaurant, partent en week-end, sauf que le temps passe et Catherine, elle veut être remboursée. Sauf que lui fait tout pour gagner du temps comme il l'a toujours fait, mais avec elle, ça ne marche pas. Elle contacte donc ses avocats, la justice saisit ses comptes et c'est à ce moment-là que tout s'effondre. Xavier se trouve au pied du mur, sans trésorerie, plus aucune issue de secours. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'Agnès découvre la supercherie. Le 11 juillet 2010, il écrit à Emmanuel et Michel, ses deux fidèles amis, un message pour expliquer la situation qu'il décrira de plus que précaire, puis il terminera avec cette phrase « Fin août, début septembre, je serai au pied du mur avec une décision définitive à prendre, mort seule ou mort collective. » À ce moment-là, aucun des deux ne réalise l'ampleur de ces mots. Mais aujourd'hui, tout s'explique. Puis tout s'enchaîne pour Xavier puisque le 20 janvier 2011, son père meurt d'un arrêt cardiaque. Alors le lendemain, il prend la route direction Levallois-Perret et après avoir suffisamment pleuré son père, Xavier dérobe et utilise sa carte bancaire. Il retire 3 fois 5 000 € et récupère aussi la vieille carabine. Et c'est à partir de là que le schéma commence à prendre forme. Parce que cette fois, ce n'est plus un projet, c'est un plan qu'il va mettre sous peu à exécution. Début 2011, quelque chose change dans les habitudes de Xavier Dupont de Ligonnès. À plusieurs reprises, il se rend dans un stand de tir. Il s'entraîne à prendre en main la vieille carabine de son père. Et 15 jours avant le drame, il y emmène même ses 2 fils. Un détail qui, rétrospectivement, fait froid dans le dos. Dans le même temps, il effectue une série d'achats qui passeront inaperçus sur le moment. Chez Leroy Merlin, il achète des sacs de ciment, une bêche, une dizaine de sacs à gravats, de la chaux et du rouleau adhésif. Sauf que, mis bout à bout, le tableau commence déjà à se dessiner. Le dimanche 3 avril 2011, la journée se déroule pourtant comme une journée ordinaire. En fin d'après-midi, la famille sort ensemble. Tous, sauf Thomas. Thomas a un train à prendre à 17h pour retourner à Angers, où il est scolarisé la semaine. Il quitte donc la maison plus tôt. Les autres vont au cinéma. À 18h, ils assistent à la projection du film Rango, puis dans la continuité, ils dînent au restaurant, le Charolais Grill. Une sortie en famille banale, mais ce soir-là, Xavier est le seul à savoir que ce sera la toute dernière. En rentrant à la maison, chacun monte dans sa chambre et part se coucher. Xavier, lui, reste au rez-de-chaussée, il s'installe devant l'ordinateur familial et là, ses recherches intriguent. Il consulte à plusieurs reprises un forum appelé La Cité Catholique, un forum religieux, puis au beau milieu de la nuit, à 2h02, il retourne sur Google, il tape une recherche précise, communion, état, péché mortel. La requête le redirige encore une fois vers le même forum. C'est à partir de là que tout bascule. On ne saura jamais exactement comment les somnifères ont été administrés, les analyses médico-légales révéleront leur présence dans l'organisme de chacun, sans permettre de déterminer le mode d'ingestion. Peut-être dans une boisson, peut-être dans une bouteille laissée près des lits, ou plus tôt dans la soirée. Ce qui est certain, c'est que le massacre commence cette nuit-là. Il commence par les chiens, les 2 animaux sont tués en premier, pour éviter le bruit, pour éviter toute intervention, et surtout pour ne pas être dérangés. Et il commence par Agnès. Un choix qui n'est probablement pas anodin, Agnès est la seule à ne pas avoir ingéré de somnifères. La supprimer en premier réduit tout risque qu'elle se réveille pendant qu'il s'occupe des autres. Elle reçoit 2 balles dans la tempe, ensuite, silencieusement, il passe de chambre en chambre. Les enfants dorment, sans défense. Un à un, il les exécute dans leur lit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que lui dans cette maison devenue silencieuse. À ce moment-là, plus de retour en arrière possible. Il vient de supprimer Agnès, Arthur, Benoît et Anne. Mais il manque le dernier, Thomas, qui est parti plus tôt à Angers. Il s'occupera de lui un peu plus tard. Le lendemain matin, quand 2 des enfants ne se présentent pas à l'école, Xavier donne une excuse simple, ils sont malades. Puis quelques jours plus tard, l'affaire prend une tournure beaucoup plus organisée. Les écoles reçoivent des courriers indiquant que la famille doit partir en mutation urgente en Australie. La direction de l'école où travaille Agnès reçoit également une lettre de démission signée expliquant que son mari est muté ailleurs et qu'elle part avec sa famille à l'étranger. Puis le lendemain soir, Xavier donne rendez-vous à Thomas pour aller dîner ensemble à 21h près d'Angers. Il prend donc la route comme si de rien n'était. Sur place, ils dînent tranquillement au restaurant. Rien d'anormal en apparence, juste un père et son fils échangeant comme lors d'un repas ordinaire. Et pourtant, la scène est presque irréelle. Il est difficile de concevoir qu'un homme puisse paraître aussi calme,
aussi normal face à son propre fils alors qu'il vient de massacrer le reste de la famille. Plus troublant encore, une fois le repas terminé, Xavier règle l'addition, raccompagne Thomas à Angers, puis repart seul. Il ne l'emmènera pas à Nantes dans la maison familiale. On ne saura jamais exactement pourquoi, mais l'hypothèse la plus probable est que Thomas aurait évoqué ses obligations du lendemain, ses projets, son emploi du temps. Si Xavier l'avait fait supprimer à son tour juste après ce dîner, son absence aurait peut-être été remarquée beaucoup trop vite. Et ça, Xavier ne peut pas se le permettre. À ce stade, son obsession est claire, son plan doit tenir coûte que coûte. Chaque geste est calculé, chaque minute est comptée, il ne veut surtout pas qu'un imprévu vienne compromettre la mise en scène qu'il est en train de construire. Le lendemain, on ne connaît pas avec certitude le déroulé exact, mais tout porte à croire que Xavier commence alors à creuser ce qui deviendra le cimetière familial sous la terrasse. En parallèle, il entame le nettoyage minutieux de la maison, il range, efface et remet chaque chose à sa place, comme si de rien n'était, comme si tout devait paraître normal. Puis à 19h, Xavier appelle Thomas, il lui explique que sa mère a eu un petit accident de vélo, rien de grave, mais elle serait dans le coma. Et il serait préférable pour Thomas de rentrer à Nantes pour qu'ils puissent aller la voir ensemble à l'hôpital. Thomas ne se doute de rien, il prend le premier train disponible dans la soirée, direction Nantes. Et à 23h42, Thomas arrive à la gare. Son père l'attend, il le récupère en voiture et il l'emmène à la maison. Ce détail est capital, Thomas ne remarque absolument rien d'anormal, ce qui signifie une chose, la maison a été nettoyée de fond en comble. Les corps ont certainement déjà été enterrés, tout est sous contrôle. Puis l'absence de sa mère, ses frères et sœurs ne l'inquiètent pas tant que ça. Dans son esprit, ils sont sans doute restés à l'hôpital au chevet d'Agnès. Et ça se tient. Alors le père et le fils dînent ensemble, calmement, comme n'importe quel soir ordinaire. Après minuit, Thomas va se coucher et sans le savoir, un somnifère a été discrètement ajouté à son repas. Puis, vous vous doutez de la suite, une fois dans la chambre, Xavier entre, il tire 2 balles et tout s'arrête. Thomas sera ensuite enterré sous la terrasse à proximité des autres, mais pas exactement au même endroit. Vu qu'il n'était pas présent le soir du massacre, Xavier a dû procéder différemment. Le lendemain, il reprend donc le sale boulot, encore nettoyer, ranger, astiquer, faire disparaître certains vêtements, certains objets, tout ce qui pourrait contredire le scénario qui est en train de se dérouler. Et pendant ce temps, les téléphones des morts continuent à vibrer. Et Xavier prend même le soin de répondre à quelques messages pour ne pas éveiller les soupçons. Le 6 avril, il supprime définitivement son site, la route des commerciaux. Les voisins le verront ensuite charger sa voiture, seul, avec de gros sacs cabas. Puis entre le 7 et le 8, il détruit méthodiquement les ordinateurs, les téléphones, tout le matériel numérique et il quitte la maison familiale. Les corps sont enterrés, la maison est propre, rangée, silencieuse. Tout semble se dérouler exactement comme il l'avait prévu. Il fera ensuite un arrêt à Angers, puis à Saint-Laurent-sur-Sèvre pour vider et ranger les appartements de Thomas et d'Arthur. Il laissera même une enveloppe avec les clés, le paiement du loyer ainsi qu'une lettre expliquant leur départ. Puis fin avril, vous connaissez la suite, le silence se brise, les corps sont découverts, l'horreur éclate au grand jour et à partir de cet instant, une seule question obsède tout le pays. Où est donc passé Xavier Dupont de Ligonnès ? À partir de ce moment-là, l'affaire change de nature. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un massacre familial, c'est l'histoire d'un homme qui s'évapore. Xavier Dupont de Ligonnès devient officiellement l'homme le plus recherché de France. La première hypothèse envisagée par les enquêteurs est celle du suicide. Les derniers éléments matériels pointent vers cette possibilité. La voiture est retrouvée dans le Var, près de Roquebrune-sur-Argent. À l'intérieur, des effets personnels, des tickets de péage, des vêtements, et surtout, plus aucune trace de lui après cette dernière marche repérée par les caméras de surveillance. Le décor est presque trop parfait. Beaucoup pensent qu'il se serait donné la mort dans le massif des Maures, un endroit escarpé, difficile d'accès, propice à la disparition d'un corps. Mais un détail dérange. Même plusieurs années plus tard, aucun corps n'a jamais été retrouvé. Pas un os, pas une arme, rien. Et pour certains enquêteurs, c'est là que la thèse du suicide commence à vaciller. D'autres estiment que Xavier n'a jamais eu l'intention de se suicider. Au contraire, il aurait préparé une fuite parfaite et sa disparition pendant des mois, voire des années. Des faux noms, de multiples cartes bancaires, tout dans son parcours laisse penser qu'il savait s'effacer socialement, changer d'identité,
couper les ponts, recommencer ailleurs. Certains rappellent même qu'il parlait anglais couramment, qu'il a vécu à l'étranger, qu'il connaissait bien les États-Unis et l'Amérique latine. Dans cette théorie, la scène du Var n'est pas un point final, c'est un leurre. Il aurait laissé volontairement sa voiture, ses affaires pour faire croire à un suicide avant de disparaître définitivement. Une autre hypothèse plus dérangeante encore s'appuie sur sa culture religieuse et celle de sa famille. Certains se demandent si Xavier ne s'est pas vu comme l'instrument d'un sacrifice, une mission, un acte nécessaire. Faut savoir qu'il fréquentait des forums catholiques très conservateurs et surtout sa mère n'est pas une catholique ordinaire, elle adhère à une vision radicale, apocalyptique du monde et de la foi. Elle fréquente des cercles catholiques traditionnels très fermés où l'on parle de complot, de décadence morale et de châtiment divin. Dans ces milieux, le monde moderne est vu comme corrompu et irrécupérable. Et Xavier grandit dans cette atmosphère-là. Depuis 2011, Xavier aurait été aperçu partout. En Écosse, en Amérique du Sud, en Asie, ou bien même dans des monastères. En 2019, on croit toucher la fin. À Glasgow, un homme est arrêté à l'aéroport. Les policiers sont convaincus, cette fois c'est lui. Les médias explosent, ils titrent en rafale. Xavier Dupont de Ligonnès arrêté. Pendant quelques heures, la France respire comme si on allait enfin avoir des réponses. Et puis, grosse douche froide, mauvaise personne. Ce n'était pas Xavier, mais un retraité nommé Guy Jao, qui ne comprend même pas pourquoi on l'a menotté. Et ce schéma se reproduit à chaque fois, l'espoir renaît, puis il retombe. Et aujourd'hui, plus de 10 ans se sont écoulés. Xavier Dupont de Ligonnès n'a jamais été retrouvé. Mort ou vivant, une chose est certaine, il a réussi ce que très peu de criminels ont accompli, disparaître totalement, sans laisser de traces, sans offrir de conclusion. Et tant que son corps ne sera pas retrouvé, l'affaire, elle, ne sera jamais terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.